Mes chers collègues, je voudrais d'abord dire la joie que c'est pour moi d'être à ce congrès, de vous voir si nombreux déjà mobilisés. Notre congrès, c'est en définitive le moment de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée depuis notre dernière rencontre dans ces mêmes lieux. Ce congrès, il a lieu sur un fond de crise démocratique profonde. Cela a été illustré pendant tout l'été par les chiffres de démission de nos collègues. 40% de démissions en plus par rapport aux époques équivalentes. Mais c'est vrai aussi pour les adjoints et peut-être encore plus pour les conseillers municipaux, même si ça ne prend pas toujours la forme d'une démission. Mais combien de fois voyons-nous des conseillers municipaux qui tout simplement ne viennent plus parce qu'ils ont le sentiment que la tâche est trop forte ou que leurs moyens ne sont plus suffisants. Et donc un congrès comme le nôtre, c'est l'occasion de dire notre part de vérité. Notre part de vérité, c'est que l'année a été calamiteuse. Une année d'avanie et une année de promesses non tenues. La dernière en date, le président s'était engagé à venir, je le cite, chaque année, rendre compte des engagements. Il ne vient pas. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre puisqu'il devait venir pour nous parler des engagements tenus. Mais, plus grave, ce sont ce que j'appelais les avanies, le dénigrement. Il paraît que nous serions, et je ne prends que quelques phrases qui ont été prononcées par des membres du gouvernement, voire par le premier magistrat lui-même. Nous serions dépensiers, inefficaces, clientélistes. Et cela a été utilisé en particulier à propos des emplois aidés. Et François Baroin m'en est témoin lorsque nous avions été reçus l'an passé, tous les deux, à la veille du Congrès. J'avais dit les yeux dans les yeux au président de la République, quand vous avez dit cela, je me suis senti injurié. Car quand nous mettons en place des emplois aidés, ça n'est pas pour nous faire une clientèle. C'est parce que nous entendons répondre à des besoins, à des nécessités, parfois à des urgences absolues. Et puis, c'est aussi, j'allais dire, la délation. Nous avons pour beaucoup, et on en a parlé à un certain nombre, peu apprécié, que le ministre des Comptes publics se croit obligé de jeter en place publique la liste des maires qui auraient utilisé leur liberté avec leur conseil municipal d'augmenter leur taux d'imposition. C'est d'ailleurs un paradoxe absolu puisque devant nous, ici, le président de la République, l'an passé, avait expliqué, lorsqu'il vantait la réforme de la taxe d'habitation, que ça n'était pas grave pour nos libertés, puisqu'on garderait la liberté, je le cite, pleine et entière, de pouvoir faire voter les taux comme nous l'entendions. Je n'accepte pas non plus que le Premier ministre vienne trier, distribue des bons et des mauvais points. Il y aurait, mes chers collègues, les bons élèves, ceux qui n'ont pas augmenté leur taux. Alors, je vous rassure, je ne plaide pas pour moi-même, je ne les ai pas augmentés. Tout simplement parce que j'ai pu passer cette année en essayant de tenir mes engagements et en n'ayant pas recours au levier fiscal. Mais il est évident que si j'en avais eu besoin pour faire face aux nécessités et aux attentes de mes concitoyens, je l'aurais fait sans état d'âme et en m'expliquant face à mes concitoyens. Et je n'accepte pas qu'on vienne nous distribuer des notes. Ainsi, il y aurait les bons, ceux qui n'ont pas augmenté les taux de leur taxe d'habitation, et bien entendu les méchants, les mauvais, ceux qui n'auraient fait ça que pour nuire au gouvernement. C'est là une accusation qui est totalement inacceptable, incongrue, et donc que nous n'avons pas à respecter. Et puis, il y a eu malheureusement
le maintenant célèbre hashtag Balance ton maire. Là, nous avons atteint l'abject, car on a voulu comparer avec des faits qui, eux, relèvent effectivement du répréhensible, des assises. Et on nous met dans le même sac. On utilise la même thématique. Ainsi, il faudrait que nous soyons jetés en pâture à l'opinion, tout simplement parce que nous aurions utilisé notre liberté de bouger les taux de nos impôts locaux. Vous le voyez, c'est d'abord, en définitive, ce dédain, parfois ce mépris, que ne supportent plus la plupart d'entre nous. Et j'allais dire, compte tenu des circonstances actuelles, à l'image de beaucoup de Français. Trop, c'est trop. Et il faudra plus que des sucreries à l'Élysée pour adoucir notre ressentiment. Certains d'entre nous sont invités à une réception, un meeting, au château. Avouez que cette démarche, pour le moins surprenante, fait quand même beaucoup plus ancien régime que nouveau monde. Mais je voudrais maintenant parler de l'essentiel, c'est-à-dire de nos moyens. Je reprendrai ma fameuse expression du garrot financier. C'est d'abord la loi de programmation des finances publiques. Que dit cette loi de programmation des finances publiques? Nous avons eu, sur les 5 années qui ont précédé, une baisse de 10,6 milliards de nos dotations. 10,6 milliards. Cette fois, ce qu'on nous propose, c'est de modérer nos dépenses de 13 milliards. 13 milliards. Alors que l'engagement présidentiel était, François Baroin l'a rappelé, à hauteur de 10 milliards. C'est aussi la volonté de supprimer 70 000 emplois dans la fonction publique territoriale. Comment? Au nom de quoi? Dans quel respect de la libre administration? C'est aussi, toujours dans la loi de programmation, moins 40% de dette pour les collectivités territoriales, moins 40% de votre de notre stock de dette. Sur les 5 ans, je vous laisse imaginer si nous arrivions à le faire, ce que ça donnerait. Et c'est en plus, dans le même temps, le fait que nous serions ceux, nous les collectivités territoriales, qui dégagent des excédents pour couvrir les déficits de l'État, qui, eux, continueraient bien évidemment à prospérer, de même que l'endettement. Avouez qu'il y a là quand même, pour le moins, une charge qui n'est pas équilibrée et qui fait que, pendant que l'État s'exonère des efforts, nous devrions, nous, à travers nos collectivités, assumer l'essentiel. L'an passé, dans le discours du président de la République, il y avait 3 engagements. J'ai mis des guillemets à chaque fois, car je citerai, bien évidemment, je ne me permettrai pas de transformer la parole présidentielle. Tout d'abord, la stabilité de la DGF était garantie. Je rappelle, mes chers collègues, que 21 600 communes ont vu baisser leur dotation forfaitaire. Deuxième engagement, et je cite, parce que là, j'ai relu 3 fois, parce que je m'étonnais qu'on ait pu dire ça, il a été dit « Plus de 99% des communes auront la préservation des dotations ». Je cite « in extenso ». Quand nous prenons la totalité des dotations et non plus seulement la DGF, alors ce sont plus de 16 000 de nos communes qui ont vu baisser leurs ressources réelles de fonctionnement net. C'est enfin, 3e engagement, et je cite, « pérenniser les dotations de soutien à l'investissement ». Même là, l'engagement n'a pas été tenu. En 2017, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, était de 818 millions. Elle sera, c'est dans la loi de finances pour 2019, de 570 millions.
ayant baissé entre les deux en 2018. À cela s'ajoute une baisse des crédits sur les territoires. Ce sont les baisses de crédits pour l'eau, ce sont les baisses de crédits pour le logement social, ce sont les baisses de crédits pour les emplois aidés, ce sont les baisses de crédits pour l'ADEME, je les ai recensés. Je tiens à disposition la liste pour 2018. Cela représente une baisse des moyens alloués à nos territoires. Alors c'est vrai que ce n'est pas dans le budget des collectivités locales, mais ce sont des crédits qui, bien entendu, sont sur nos territoires. Cela représente pour 2018 3,6 milliards. 3,6 milliards. Et pour 2019, la loi de finances qui est présentée actuellement, ce sont à nouveau 2 milliards de baisse de moyens pour nos territoires qui sont inscrits. Et comme nous aurons à nouveau la répercussion des 3,6 milliards, ça veut dire que ça fait 7,2 milliards plus 2 milliards. Cela veut dire 9,2 milliards entre 2018 et 2019 de moyens en moins pour nos territoires. Et cela sans parler, bien entendu, de l'inflation qui malheureusement vient aussi impacter nos capacités d'action. À cela s'ajoute la réforme de la taxe d'habitation. Je ne veux pas être très long, nous aurons un débat financier et je souhaite que vous soyez nombreux à y venir. Mais là aussi, il faut être clair. Nous n'avons jamais demandé la suppression de la taxe d'habitation. Ça a été un engagement électoral, apparemment pas totalement étudié, qui se révèle extraordinairement coûteux, autour de 22 milliards. Mais bon, c'est un choix politique. Simplement, il nous a été dit que ce serait compensé à l'euro près à chacune de nos collectivités. Alors, je le dis ici, il n'y a qu'un moyen de garantir dans la durée que cette compensation soit intégrale. C'est que soit fait un dégrèvement général sur les résidences principales. Le gouvernement a annoncé que sur les résidences secondaires, il maintiendrait la taxe d'habitation, dont il est bien entendu totalement possible, puisque la taxe d'habitation continuera à exister sur les résidences secondaires, que nous puissions, par un dégrèvement général, faire en sorte que non seulement ça oblige, c'est d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel, à compenser intégralement, mais aussi à prendre en compte l'évolution des bases, de façon à ce que nous gardions non seulement la compensation, mais aussi le dynamisme de cet impôt. Vous savez, ce qui est en cause derrière cet étouffement financier, c'est bien entendu la libre administration de nos collectivités locales. Ça me rappelle une phrase d'Albert Camus qu'il m'arrive de citer, Albert Camus souvent, et cette phrase de temps en temps. Albert Camus a écrit « Priver le travailleur de son pain, que lui reste-t-il de liberté ?» Mes chers collègues, priver nos collectivités de moyens, que nous reste-t-il de liberté? Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est celui de la recentralisation. Gaston Defferre, en 1982, donnait deux raisons au retard de la France en matière de décentralisation. Tout d'abord, la conviction, disait-il, de la part des hautes sphères, que seuls ceux qui sont issus d'un certain milieu social sont capables de gouverner la France. Deuxièmement, la défiance à l'égard des Français et spécialement des provinciaux. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, mes chers collègues, que ce que disait Gaston Defferre en 1982 soit tombé en désuétude aujourd'hui? Là aussi, quel bel exemple de recentralisation que de vouloir faire le congrès des maires à l'Élysée. Le suzerain reçoit ses vassaux. La recentralisation, ça n'est pas que cela. Ça pourrait paraître anecdotique. C'est aussi la contractualisation et son caractère léonin. C'est-à-dire le fait qu'en définitive, c'est l'État qui décide de tout,
qui tire les bénéfices qu'il entend tirer de cette contractualisation. C'est la nationalisation de l'impôt à travers la taxe d'habitation. Ce sont des services publics affaiblis. Chaque fois que l'on éloigne un peu plus le service public du citoyen, c'est une recentralisation. C'est vrai de la santé, et vous me permettrez de dire, moi, dans le Berry, ce sont 2 départements, l'Indre et le Cher, nous avons 2 hôpitaux qu'on essaie de désosser en ce moment, celui de Vierzon, celui du Blanc. Et dans mon département, les élus autour du Blanc, 40 maires et plusieurs dizaines d'adjoints ont remis leur démission pour protester contre ce démantèlement. On nous parle de plans santé, mais pendant qu'on nous annonce des plans santé, le déménagement du territoire continue. C'est la Poste, on nous ferme des bureaux de poste. Ce sont les centres d'information et d'orientation de l'éducation nationale dont on nous annonce la potentielle disparition. Ce sont les centres de l'AFPA, grand service de la formation professionnelle. Rien que dans ma région, qui est la plus petite région de France, n'est-ce pas, la région Centre-Val de Loire, ce sont 6 centres de l'AFPA dont on nous a annoncé la fermeture, éloignant ainsi les capacités pour les jeunes qui, allant en formation, ou pour les moins jeunes, qui ont besoin de refaire une formation, d'être encore plus loin de leur base d'attache. Tout cela, bien entendu, et François l'a évoqué, donc je ne serai pas très long, ça a été le dialogue rompu. La Conférence nationale des territoires, la première, j'allais presque dire, ça a été le bal de la tromperie. Nous arrivons à la Conférence nationale des territoires, la première, et on nous annonce froidement, mais seulement l'après-midi, après la Conférence nationale des territoires elle-même, que ça n'est plus 10 milliards, mais 13 milliards. On ne nous en avait pas dit un mot dans la conférence elle-même. C'est 3 jours après l'annonce de quelques centaines de millions de crédits supprimés. Nous avions eu la Conférence nationale des territoires. 3 jours après, on nous annonçait que les crédits disparaissaient. Pas un mot ne nous avait été dit. Ça a été, dans le même temps, quelques jours après, la suppression des emplois aidés. Conférence nationale des territoires, qui était censée être un lieu de dialogue, pas un mot ne nous avait été dit. Nous avons eu le sentiment d'une immense tromperie. On nous avait dit, et là aussi je cite le président de la République, c'est une instance d'échange, de concertation et de décision. De ces négociations émergera un pacte de confiance. La première fut une tromperie, les 2 suivantes des monologues. Vous comprendrez dans ces conditions qu'il faille passer à une autre étape et trouver d'autres moyens de rencontre. Alors oui, la commune, elle est potentiellement en danger. Elle est en danger de dilution. Je me souviens, il y a quelques années, un Premier ministre qui avait parlé d'évaporation. Ça se fait de manière subreptice. Or, rassurez-vous, on ne va pas d'un trait de plume dire qu'il n'y a plus de commune. Non, on la vide de contenu. À tel point que c'est le recul des compétences. En matière d'urbanisme, la plupart des maires aujourd'hui sont des mineurs accompagnés. C'est vrai pour l'eau et l'assainissement, où on nous avait promis qu'il y aurait une option de liberté, on nous a mis simplement en sursis. C'est le passage de l'intercommunalité choisie à l'intercommunalité subie. Nous en avons parlé toute la matinée. C'est quelque part la vassalisation et l'oubli de la subsidiarité. Et donc, si tout cela continue à ce rythme, je vous rassure, nous continuerons d'exister, nous garderons nos écharpes, peut-être l'état civil. C'est cela que ressentent beaucoup de nos collègues au fur et à mesure que la dilution fait son œuvre. Et maintenant, c'est d'abord la grande campagne de communication, de mobilisation pour dire l'attachement de tous à notre petite patrie, la commune. Je crois qu'elle est forte et qu'elle mérite que tous ensemble nous la fassions vivre. C'est l'union des 3 grandes associations à travers Territoires Unis, je ne m'y étends pas. François Baroin l'a fait. Et puis, c'est aussi l'unité de l'AMF. Oh là là, il y a eu des efforts considérables pour nous diviser. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais alors c'est que vous n'êtes pas totalement attentif. Nous diviser en essayant d'utiliser
des associations qui ont toute leur légitimité, mais qui sont des associations particularistes, parfois même en essayant de nous opposer les uns aux autres à l'intérieur de la direction de l'AMF. Tout cela a échoué. Tout cela a échoué tout simplement parce que nous savons bien, les uns et les autres, que de notre unité dépend notre force. Alors oui, nous sommes unis pour combattre les caricatures. Il paraît que nous serions archaïques. Eh bien, je vais vous faire une confidence, des archaïques, j'en ai rencontré. Mais les archaïques, pour moi, ce sont ceux qui acceptent les déserts qui progressent, le sentiment de relégation qui se développe, les liens qui se déchirent, les services publics bradés, la tutelle qui impose. Archaïque, le règne de la suffisance et du dédain technocratique. Archaïque, de vouloir réduire les communes à un rôle de sous-traitant et les élus communaux à celui de supplétif. À cette vision archaïque d'un État tout-puissant, opposant tout simplement l'ambition raisonnable et moderne d'une vraie République décentralisée. Unis aussi pour dire la nécessité vitale de la commune pour la France. La commune rassemble. Elle porte les valeurs fondamentales de la démocratie vécue, de la laïcité au quotidien, de la proximité et du vivre ensemble. La commune, nous le savons tous, est un lieu de modernité, d'innovation, de création continue, de solidarité et de citoyenneté. Quand les inégalités se creusent, que les injustices territoriales se renforcent, jamais la commune n'a été autant nécessaire. Le gouvernement ne l'a pas, semble-t-il, totalement compris. Et c'est parce qu'il ne l'a pas compris que le dialogue est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. Il faut sortir de cette situation dommageable, et pour en sortir, il faut une véritable négociation. Ce sera ma conclusion, il faut être unis pour proposer. La reprise d'un dialogue constructif repose, me semble-t-il, sur l'acceptation de 3 principes de bon sens. Le respect du principe constitutionnel de libre administration. Est-ce exagéré de demander que la Constitution soit respectée? Le deuxième précepte, François Baroin le cite souvent et il a raison, qui décide paie, qui paie décide. Et le troisième, tout simplement que cesse le dénigrement. Quant à la négociation elle-même, elle pourrait porter sur 7 points. Inscrire dans la Constitution la place particulière de la commune et sa clause générale de compétence, ainsi que l'autonomie financière et fiscale, ce qui est un engagement du président de la République. Compenser intégralement et dans la durée, je l'ai déjà dit, la taxe d'habitation. Redéfinir la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au prorata de notre part dans cette dette. Accepter une clause de revoyure sur le plafonnement à 1-2% des dépenses qui n'a plus aucun sens alors que l'inflation est maintenant largement supérieure. Revenir à une conception non léonine des contrats entre l'État et les collectivités, donc entre partenaires égaux. Corriger les baisses de crédit dans des domaines aussi essentiels que le logement, l'eau, les emplois aidés. Enfin, rendre optionnelle la compétence eau et assainissement et cesser tout transfert obligatoire de compétences. Ce sont ces bases de négociation qui peuvent permettre, me semble-t-il, un dialogue fructueux et abouti. Alors, mes chers collègues, relançons avec audace la décentralisation, ouvrons de nouveaux espaces de liberté, retrouvons les voies de la confiance. Audace, confiance, liberté, cette belle et vaste ambition, c'est la nôtre. C'est cette ambition qui nous permet de servir le citoyen et agir pour la République. Je citerai un vers de Victor Hugo qui disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Eh bien, nous avons envie de vivre, nous avons envie de faire vivre la commune. Alors, fiers et heureux d'être rassemblés pour d'une seule voix, d'un même souffle, d'un même élan, mais aussi d'un même cœur, dire « Ma commune, j'y tiens ». Oui, tous ensemble, notre commune, nous y tenons.
Merci, merci André. Voilà, comme disait Corneille, ma pièce de théâtre est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. Le débat est posé, la résolution est déjà bien avancée. Il n'y a plus qu'à en définir le cadre général de ce que vous souhaitez comme fil directeur de ce que nous présenterons jeudi en conclusion de nos travaux. Alors, le débat est ouvert. Qui souhaite prendre la parole ? Est-ce qu'on peut apporter un... Ah voilà, notre jeune et sémillant athlète du 60 mètres haies. Merci. Je me présente Thierry Thibault, maire de Savoyant, une petite commune du Vaucluse. Et je voudrais dire toutes l'inquiétude qu'on a à notre perte de compétences sur l'eau et l'assainissement. Et je veux appuyer André Laniel sur ce qu'il vient de nous dire. C'est très important pour les communes. On a assez de perdre des compétences. Mais c'est incroyable parce qu'on a eu un engagement présidentiel, ici même, à cette tribune. Il donne les consignes. Et les membres du gouvernement, au banc des ministres, au moment où le texte est débattu, font le contraire de l'engagement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On croit au président de la République, mais si ces ministres ne croient pas en leur président de la République, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mettre dans le débat public et dire ce que le peuple souverain a fait par la voix de ses représentants, seul le peuple souverain peut le défaire par la voix de ses représentants, et il est encore temps de trouver un véhicule législatif pour corriger le tir. En tout cas, l'AMF est vraiment totalement alignée sur la position. Oui, bonjour, Bertrand Hochecorne, maire de Marot-Pré dans le Loiret. Je ne vais pas parler de ma commune, pourtant j'y tiens. Mais je voudrais juste parler d'une proposition. Il y a un événement on a parlé depuis ce matin d'intercommunalité, de son importance, de la place de la commune et des élus de toutes les communes, puisque dans l'intercommunalité, il y a coopération, travailler ensemble et intercommunal. Mais il y a un événement en juin 2014 qui s'est produit, qui est très important et qui peut complètement changer la face de l'intercommunalité, c'est la QPC de Salbris et la suppression de l'accord local. Sans doute plus, 90% des communes à l'époque avaient valorisé l'accord local. Pourquoi? Parce que la méthode par défaut, qui est la proportionnelle à la plus forte moyenne, est très désavantageuse pour les petites communes. Non seulement ce n'est pas une proportionnelle, mais elle réduit la part des petites communes. Et cette QPC de Salbris a supprimé l'accord local, c'est-à-dire qu'en 2020, si rien n'est fait, on va retomber sur l'accord local et la place des petites communes va être beaucoup plus faible. Un exemple, sur la métropole de Tours, parce que dans toutes les, que ce soit petites communes ou non, la métropole de Tours, les communes de Tours et Joué-les-Tours auront non seulement leur majorité absolue, mais la majorité qualifiée. J'ai tout à fait confiance dans leurs élus, le problème n'est pas là. Mais ce n'est pas normal que 2 communes puissent complètement gérer l'intercommunalité. Alors hier, j'étais à l'Association des maires ruraux de France. Nous avons fait une proposition pour modifier cette règle. Et donc, je voudrais savoir si l'AMF est prête à porter une position dans ce sens-là. J'avoue qu'à André Laniel, je lui ai envoyé le travail qui avait été effectué à ce niveau-là. Et je voudrais savoir si quelque chose pourrait être fait dans ce sens-là. Parce que si on attend même le printemps 2019, il sera déjà trop tard. On sera déjà engagé dans les processus du prochain mandat. Voilà, merci. Merci. André. Dans le débat intercommunal qui a eu lieu ce matin, j'ai dit que le premier mot qui devait régir les relations intercommunales, c'était le mot liberté. Là où il y a accord local, pourquoi vouloir systématiquement remettre en cause? Que cela se fasse dans des conditions précises, qu'il n'y ait pas, j'allais dire, une volonté dominante qui en élimine d'autres. Par contre, s'il y a un accord très vaste au niveau local, le principe de base, c'est qu'il soit respecté. Donc c'est bien notre position. J'ajoute que nous avons d'autres préoccupations de même nature en matière d'intercommunalité. Je pense à nos amis du Rhône, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation où, étant dans la métropole lyonnaise, le mode de scrutin spécifique qui a été choisi pour la métropole lyonnaise fait que certaines communes pourraient ne pas être représentées au niveau de l'intercommunalité. C'est inacceptable. Inacceptable. Et donc, nous avons là 2-3 sujets sur lesquels il serait nécessaire que nous ayons, mais il faut des véhicules législatifs, bien entendu, un nouveau débat devant le Parlement pour faire évaluer les choses. Merci.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Dominique Carrette, maire de Tannenkirch, commune de moyenne montagne en Alsace, vice-président de la communauté de communes de Ribeauvillé. Je ne sais pas si j'anticipe sur le sujet de demain matin, mais en tout cas, ça touche à la communication. Je m'explique. L'État actuel nous agresse régulièrement les territoires, c'est-à-dire les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, en disant que nous avons des frais de fonctionnement qui augmentent, c'est-à-dire qu'on embauche. Mais il faudrait peut-être dire à nos concitoyens et souligner ce problème, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est que l'État transfère des compétences, des fonctions, des missions et des charges depuis des années au territoire, sans nous donner la compensation financière et en plus en nous retirant des subventions. Il faut que ce message soit transmis à nos concitoyens parce qu'on nous accuse d'être dépensiers. Et ce n'est pas à vous, mes chers collègues, et vous, Monsieur le Président, et vous, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, que je vais rappeler qu'une commune n'a pas le droit d'être en déficit, sinon elle est sous la tutelle du préfet, alors que l'État, depuis des décennies, est en faillite. Je m'excuse, je vais parler de moi. Quand j'ai pris, qu'on m'a demandé d'être maire, parce que je n'étais pas candidat, j'ai regardé l'état des finances de ma commune. Et quand j'ai vu l'état des finances de ma commune, j'ai renoncé à mon indemnité. Compte tenu des dotations qui diminuent, notamment la DGF, en 2013, dans ma petite commune, nous avions 54 000 €. Cette année, nous en avons 18 000. Eh bien, mon deuxième adjoint, pour équilibrer notre commune, a renoncé à son indemnité. Alors, quand je vois le congrès à Versailles, dont je me demande à quoi il a servi 2 fois, quand je vois les petits fours à l'Élysée, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gilets jaunes. On voyait à peu près venir la conclusion. Merci. Chers collègues. Bonjour. Bon, j'ai juste une petite remarque. Je suis monsieur Georges Morin. Je suis maire d'une commune de 237 habitants dans un milieu rural. Et j'ai préparé un petit papier parce que je n'ai pas l'habitude de discourir devant vous. Mais simplement, ça sera court. Dans nos territoires ruraux oubliés depuis plus de 20 ans, la couleur n'est ni totalement noire, ni totalement blanche. Je dirais avec une certaine mesure que nous sommes au jaune, mais pas la couleur du soleil, mais plus certainement un jaune pâle, comme notre vie au quotidien, après que vous, messieurs les présidents successifs, vous nous avez abandonnés. Souvenez-vous, nous devions adapter nos services publics, mutualiser pour faire des économies d'échelle. Malgré nos avertissements réitérés, maintes fois, ici même, que dans cette spirale infernale, nous étions condamnés à être en marge de la République et que nos concitoyens n'avaient plus les mêmes chances ni les mêmes droits que dans les villes où vous vivez. La liste est longue et, Monsieur Daniel, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les hôpitaux, les écoles, les administrations, les transports et maintenant les normes faites pour les métropoles et souvent inapplicables chez nous parce que vous n'avez jamais pris le temps de les tester à notre échelle ni leur donner la souplesse pour les appliquer. Nous constatons depuis quelques années un durcissement des comportements de nos concitoyens dans tous les domaines, agricoles, artisanales, dans les entreprises privées ou publiques, les commerces, les salariés, les retraités. La confiance est rompue avec la politique, avec nos politiques, et vous l'avez constaté à travers les dernières élections. Et nous, les maires, nous sommes en première ligne de cette morosité qui devient plus violente chaque jour. Vous êtes les responsables de cet état de fait, car vous ne nous avez pas écoutés ni entendus quand nous tirions quelques sonnettes d'alarme. Nous, les maires, nous sommes dans nos villages pour maintenir une vie sociale de qualité. C'est le sens de notre engagement. Mais nous ne sommes pas élus pour servir de bouc émissaire d'une politique que nous subissons et à laquelle nous ne pouvons rien changer. Je n'attends pas de réponse, mais trouvez vite des solutions pour que nos villages retrouvent une sérénité, un bon sens et nous permettent d'exercer notre mandat dans la dignité pour ne plus être de plus en plus
agressés verbalement avec des menaces de mort pour nous et notre famille, et parfois malheureusement physiquement. C'est de votre responsabilité, Monsieur le Président. Après, il sera trop tard. Et j'ai peur pour l'avenir que nos territoires ruraux oubliés, condamnés, si vous n'agissez pas pour nous endiguer cette colère qui monte dans nos campagnes. Alors, on est bien d'accord parce que c'est diffusé largement. Je ne veux pas m'élever au-dessus d'une condition qui n'est pas la mienne. C'est un message dont la poste restante est plutôt du côté de la rue Saint-Honoré. Nous sommes tout à fait d'accord. Hein, on est bien d'accord. Voilà, pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation et une confusion dans les esprits, qui serait d'ailleurs peut-être une confusion des sentiments. Mais nous allons beaucoup trop loin en évoquant Sveg à cet instant. Je vous en prie. Et merci pour votre intervention. Monsieur le Président, Michel de Broissial, le maire d'une commune de 310 habitants, Champagne-sur-Vingeanne, en Côte d'Or. Je voudrais vous reparler d'une utopie nationale qui a coûté jusqu'à présent, enfin pour laquelle on a engagé 120 milliards d'euros selon la Cour des comptes fin 2017. Il s'agit des énergies renouvelables. On a augmenté entre 2014 et 2017, en 4 années, on a augmenté la puissance disponible en renouvelables de 47%. Savez-vous quel est le résultat ? Parce qu'on a fait ça quand même pour faire baisser les émissions de CO2. Les émissions de CO2 pour la production d'électricité uniquement ont augmenté de 75%. Donc, c'est hallucinant. Il faudrait peut-être arrêter ces utopies, repartir dans des solutions qui fonctionnent et qui nous ont déjà donné satisfaction. L'AMF a les moyens de mettre en place une commission d'experts indépendants pour faire le bilan de ces solutions et qui ruinent notre économie, qui détruisent notre milieu de vie, qui exterminent notre biodiversité et font le malheur des riverains. Monsieur le Président, je suis à votre disposition. C'est une excellente idée. On se voit très vite. Denis Merville. Oui, merci. Denis Merville, maire de Senneville, en Seine-Maritime et par ailleurs président de l'Association des maires. J'ai entendu tout à l'heure André Lenguel rappeler les grands principes auxquels nous sommes attachés et auxquels je suis attaché depuis de longues années, rappeler la clause de compétence générale des communes, mais je m'interroge aussi sur ce qui va nous rester. J'ai entendu notre collègue tout à l'heure évoquer aussi l'accord local. Il a juste raison. Moi, je suis dans une communauté de communes, vice-président, une communauté de communes qui a 19 000 habitants, auprès du Havre. Nous fonctionnons très bien et nous venons, en dépit d'un vote négatif de la communauté de communes, à une très large majorité, un vote négatif des maires dans une très large majorité, et sans consultation de la population, alors que nous avons 3000 signatures, 3000 lettres d'administrés qui nous demandent à être consultés, être mis d'office dans la communauté urbaine du Havre qui est en voie de création. Alors, quand on nous parle de volontariat, je crois que là-dessus, franchement, nous sommes particulièrement choqués. On nous a dit on n'a pas à consulter les administrés, ce n'est pas une obligation. Franchement, ça me choque. On me dit en périurbain, vous payez un peu moins d'impôts que dans la grande ville. C'est vrai. Les gens viennent, ils ont fait un choix, la campagne, et pour être tranquilles, ils paient du carburant pour se rendre, pour aller travailler, pour aller donc dans la grande ville. Et rien d'étonnant à ce que samedi dernier, un certain nombre étaient dans les gilets jaunes. Alors, en effet, chez nous, cette communauté urbaine, ça se traduit par des impôts supplémentaires pour les entreprises, pour les particuliers. Et après un premier séminaire, nous sommes déjà à 5 millions d'euros de dépenses supplémentaires, donc des charges nouvelles, alors que j'attends les bénéfices de la mutualisation. En tout cas, je comprends nos administrés qui n'ont pas été consultés. Je souhaiterais vraiment qu'on respecte le volontariat, parce que les mariages forcés, ça ne réussira pas. Merci. Merci, Denis. Bonsoir. André Rousset, le maire d'Oloris, 4000 habitants, un magnifique village du Luberon et vice-président de la communauté d'Aglo, Luberon-Mont de Vaucluse.
Je suis un vassal parmi vous qui est invité demain, je crois, pour aller voir notre maître. Alors du coup, je suis très embêté par rapport à tout ce qu'a dit M. André Léniel. Si on est ensemble, il faut l'être jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, si on y va, ou alors ne pas y aller, qu'on se mette d'accord et qu'on soit tous ensemble. Et si on y va, qu'en faire de qu'on ait une parole pleine, qu'on n'aille pas juste là-bas pour faire le singe. Voilà. Ah. D'autres interventions? Bon, sur ce sujet, nous pas vous laisser partir quand même ce soir sans préparer le lendemain. Nous avons débattu et nous avons décidé de répondre à l'invitation du président de la République pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes des profonds républicains. Chacun connaît nos engagements aux uns et aux autres. On les laisse au vestiaire et on essaie de définir ce qui nous paraît être le plus utile dans ce que nous portons comme mission par le mandat que vous nous avez confié. Nous ne pouvons pas, vis-à-vis de l'opinion publique, prendre le risque de ne pas apparaître comme républicains. Nous avons regretté la décision du président de la République, je l'ai dit. Elle lui appartient. Ce n'est pas nous qui, à la tribune, avons dit « nous viendrons tous les ans pour rendre compte ». Et je ne lui avais pas glissé à l'oreille, ce serait bien que tu le dises. C'est sa décision. Il en prend une autre, je ne la commande pas, mais je la regrette. Je la regrette parce que je pense que, comme nous sommes des profonds républicains, même s'il peut y avoir des chahuts et même s'il peut y avoir des sifflements, après tout, quelle importance? C'est toujours mieux de se voir et de débattre en face à face. Et c'est le congrès des maires. Ce n'est pas un séminaire gouvernemental ou présidentiel. Donc ce qu'a dit André, je le partage. Voilà. Mais je souhaite que nous soyons vraiment dans une logique d'écoute. Il dira des choses, nous dirons des choses, par votre soutien. Et nous dirons des choses sur la base de ce qui a été évoqué par André, une résolution avec désormais non plus un temps de dialogue qui est une impasse de ce que nous avons vu, mais un temps de négociation. Et on va mettre les sujets de fond, et au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est que les sujets de fond soient abordés, qu'on définisse avec le président de la République une méthode de travail, un calendrier de négociation, des objectifs de négociation avec les sujets prioritaires dans l'ordre calendaire qu'ils vont proposer au niveau gouvernemental sur ce calendrier. Pour ma part, en ma qualité de président de l'AMF, je resterai écouter le président de la République. Je comprendrai parfaitement que d'autres fassent d'autres choix. Ce sont 2 temps différents, une réunion de travail avec le chef de l'État et l'invitation, je dirais, qui en quelque sorte aurait été probablement plus simple à correspondre à travers la réunion de jeudi après-midi. Mais bon, c'est ainsi. Et je pense que c'est comme cela que nous pourrons, vis-à-vis des Français, avancer sur un chemin plus sûr pour défendre nos communes. Je sens André assez impatient. On n'a pas totalement le même point de vue, mais je vais donner la parole à André. Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, comme l'a dit François, cette situation, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Nous avons invité le président de la République simplement pour honorer l'engagement qu'il avait pris à venir au Congrès des maires de France. Il a choisi de ne pas le faire. Nous pouvons le regretter, c'est sa totale liberté. Mais en même temps, est-ce que nous devons être les témoins muets de cette mauvaise manière? Alors il y a 2 temps qui sont prévus. Un premier où c'est le bureau de l'association qui serait reçu. Il peut s'entendre, si c'est une réunion de travail, que de manière républicaine, nous y allions pour travailler, à condition qu'au cours de cette réunion, nous fassions savoir clairement que nous sommes là parce que nous sommes républicains, mais que ça n'est en aucun cas un aval des mauvaises manières que nous avons subies et des mises en cause qui ont été proférées à notre égard. Et puis il y a le deuxième temps, celui que j'appelle le meeting. Il est clair que je ne saurais cautionner ce type de démarche.
Et donc, bien évidemment, et avec de très nombreux amis, et je l'espère le maximum d'entre vous, je n'y serai pas. Je n'y serai pas parce que c'est purement et simplement une manifestation partisane. Et je pense que décidément, le lieu des manifestations partisanes ne peut pas être l'Élysée. Et je souhaite que nous soyons nombreux à tenir cette position républicaine, car en l'occurrence, c'est le président de la République qui sort de son rôle. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Agnès? Agnès Lebrun. Je voudrais juste dire un mot sur cette décision que nous devons prendre d'y aller ou de ne pas y aller. Pour ma part, je vous donne ma position. La réunion de travail de 17h30 me semble absolument essentielle. Nous aurons un dialogue, je l'espère, informel, sincère, direct. Pour ce qui est de la réception de 19h, il paraît qu'on a le droit à la différenciation, à l'expérimentation, c'est tout à fait dans l'air du temps. Moi, je suis bretonne. Je suis donc ni soumise par culture, ni soumise par nature. Donc, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que j'y suis allée l'année dernière et ce que j'y ai vu, cette corne d'abondance, où on remplissait la bouche des maires pour éviter qu'ils ne l'ouvrent trop, ça ne me convenait pas et je suis partie très vite et très gênée, à vrai dire. En revanche, et je vous dis sincèrement ce que je pense, j'apprécie que mon président soit présent. De la même façon que lors de la 2e conférence des territoires, à Cahors, je suis allée représenter l'AMF pour prendre la parole et pour dire que je n'interviendrai pas, que l'AMF n'interviendrait pas. Je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de politique de chaise vide. J'imagine que les adhérents de l'AMF ne nous désignent pas, ne nous donnent pas mandat pour laisser une chaise vide. En revanche, il est important aussi que chacun puisse exprimer et vivre son mandat tel qu'il l'entend, y compris en vous représentant. La responsabilité du président, je le pense en effet, c'est d'être présent. Celle du bureau, c'est de faire ce qu'il pense devoir faire. Et pour ma part, je n'y serai pas, mais je voulais vous le dire de la façon la plus convaincue, et pas nécessairement persuasive, mais convaincue, parce que je me suis rendu compte à Cahors que finalement, il valait mieux y être, hein, y compris pour dire que ça n'allait pas. Mais ce serait finalement donner du grain à moudre que d'avoir une belle envolée en disant « on boycotte ». C'est tomber, à mon sens, dans un piège à loup, et je m'y refuse. Merci beaucoup. Michel, pour conclure. Oui. Et puis un petit mot pour détendre après. Moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire-là, donc moi je partage, je ferai pareil. Dans mes responsabilités, j'ai le devoir de travailler en votre nom et de discuter. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a à peu près 9000 maires qui sont là pour notre congrès. Ça, c'est en tant que trésorier que je peux vous le dire. 9000 inscriptions. Et les 8000 qui n'y vont pas, alors? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Pourquoi 1000? C'est qui? Comment? Comment ont-ils été choisis? Moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. L'année dernière, les choses n'étaient pas pareilles, puisque le lendemain, le président de la République venait au Congrès des maires. Donc on pouvait comprendre qu'il puisse y avoir une forme d'invitation qui n'avait pas de corrélation. Finalement, c'est un mauvais joueur. Il n'aime que les matchs à domicile, le président de la République. Dès qu'il doit se déplacer, faire un déplacement, vous savez, c'est comme mon équipe de rugby. Quand elle joue à domicile, elle se sent plus forte et plus entourée. Donc lui, c'est peut-être ça. Il n'aime pas les matchs à l'extérieur. Et je trouve que c'est bien dommage qu'il ne vienne pas nous rencontrer. Et moi, en pensant aux 8000 maires qui n'iront pas, eh bien entendu, je serai solidaire et je n'irai pas non plus. Merci Michel. Bon, je crois que nous avons bien avancé dans cette journée. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de lever la séance. Merci de votre engagement pour la période statutaire. Merci de votre participation pour les débats. Et on se retrouve demain. Bonne soirée.